télévision aux informations crédibles. Des cas pareils. Toujours des raccordements illicites. Cher ami, Comment ça? je vous explique vos raccordements qui s'avèrent illicites. Illicites comment? Non, justement, je vous explique comment ils sont illicites, comment ils sont vraiment illicites. Vous vous dites bien, nous sommes dans un état de droit. Cher ami, moi je me demande si nous sommes dans un état de droit. Je n'affirme pas que nous sommes. Hervé et Thomas, nous sommes bel et bien dans un état de droit. Okay. Dans un état de droit, ça veut dire, lorsque vous tenez des propos incohérents envers quelqu'un, si vous tenez des propos incohérents envers Emmanuel Tchibambe que je suis, j'ai droit, l'état de droit me donne le pouvoir d'aller me plaindre devant un juge. Exactement. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Ma prière est celle qu'il puisse recouvrer sa liberté. Ça, c'est ma prière. Mais cher ami, nous devons être responsables de nos actes. Lorsque quelqu'un qui passe à la télé, quelqu'un qui passe dans le média, dire que le pouvoir en place a concocté, le pouvoir en place est en train de conspirer à la vie de l'ex-première dame. Cher ami, et vous le dites dans un milieu public, vous voulez que l'état de droit ne puisse pas vous rappeler à l'ordre. Cher ami, soyons sérieux. Rappeler à l'ordre, oui, on est bien d'accord. Laissez-moi, aussi la procédure. Laissez-moi. Mais quand vous dites respecter la procédure, ça veut dire quoi? Vous arrêtez quelqu'un. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Aujourd'hui, elle est très bien gérée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant qu'il était à l'opposition, il avait déjà toute la carte dans sa main. Il savait déjà, dès mon accession au pouvoir, quelles sont les priorités, quelles sont les voies que je vais emprunter pour arriver justement. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Une vision que vous cherchez à mettre en place. Bon, moi je voudrais vous rappeler vos propres mots. Je voudrais que nous rentrions dans vos propos. Vous savez, la justice partout au monde, ce n'est pas une excuse. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte et je vais rapidement refermer. Vous savez, partout. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, 4 ans jour pour jour depuis que Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême après un long moment de combat dans l'opposition, soit 37 ans de lutte comme aime bien le dire son parti politique, l'UDPS. 4 ans après, que retenez-vous du bilan de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Est-ce qu'il a réussi à matérialiser ses promesses de campagne? Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il déçu les espoirs placés en lui? On en parle au cours de cette émission. On va tenter de passer en revue les différents domaines de la vie. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché sous Félix Tshisekedi? On va évoquer la sécurité, la justice, l'économie, la politique, le sport. On va tenter de parler un peu de toutes ces questions. Je reçois pour la toute première fois dans cette émission Emmanuel Tchibambe, cadre de l'UDPS, promu récemment administrateur à la Sonaïdroc, même si sur ces plateaux il n'engage ni la Sonaïdroc, moins encore l'UDPS, son parti. Bienvenue. Merci Hervé Thomas. Comment allez-vous? Je vais bien. Un plaisir de vous retrouver de nouveau après un long moment d'absence. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait plus partagé un même plateau. C'est un plaisir de vous retrouver. En tout cas, le plaisir est partagé, Hervé. Sinon, comment du côté de l'UDPS, après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, il y avait pas mal de cris d'alarme des gens qui montaient au créneau pour fustiger la gestion du parti, ont privilégié ce que vous qualifiez de couilla-couilla, c'est-à-dire les recrues des dernières heures, de la dernière heure, au détriment de vous qui avez lutté pendant plusieurs années. Et enfin, Félix Tshisekedi a entendu vos cris d'alarme, il a récompensé pratiquement tout le monde. Est-ce qu'on peut encore parler à ce jour des frustrés au sein de l'UDPS? Merci pour votre question, Hervé. Vous savez, moi je suis, j'aime j'aime m'accrocher un peu dans le système cartésien. Donc je suis vraiment accro du système, le mode de gestion du physicien où
de M. Cartésien, bien entendu. Ça veut dire que tout ce que vous avez dit, les nouvelles recrues, les kouya-kouya, tout ça, j'aime pas vraiment trop m'évautrer dans ce débat. Mais vous avez quand même un tout petit peu raison de dire, après l'accession de notre président du parti à la tête du pays, à la magistrature suprême, son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, juste après, il y a eu quelques tumultes au sein du parti, ça il faut que nous les reconnaissions, parce qu'il y avait un leadership décrié de gauche à droite, de l'est à l'ouest, de nord au sud, incarné par notre ancien président, M. Jean-Marc Abound. Donc, vous savez, lorsqu'il y a tumulte, lorsqu'il y a mésentente, lorsqu'il y a mécontentement, et ça finit toujours par dégénérer. Et voilà ce qui a fait que depuis le chef de l'État entendu, bon, même s'il n'engageait plus le parti, les autres personnalités ou les hauts cadres toutes les autres autorités du parti, bien entendu, toutes les structures qui engagent le parti, ayant constaté ce désagrément pendant près de 2 ans, et en tout cas, une solution a été trouvée depuis le 29 janvier 2022, voilà, et les anciens gestionnaires ou l'ancien gestionnaire du parti a été expurgé du parti, d'abord radié pour multiples fautes graves. D'ailleurs, vous êtes journaliste, ça a été relayé aux médias. Il lui a été reproché de beaucoup de griefs, entre autres escroquerie, entre autres indiscipline aux instances du parti. Donc tous ces griefs lui ont valu cette radiation. Et depuis la relève qui a été faite par notre secrétaire général Augustin Kabouya Tshilomba Mwana Bouté, depuis le 29 janvier 2022 jusqu'à présent, vous avez quand même vu l'UDPS requinquer. Je ne pense pas que vous entendez encore tous ces désagréments, tous ces mécontentements. Mais récemment, on a vu les vieux, comment il s'appelle encore, celui de la CDP, Victor Wakwenda, je pense, monté au créneau pour fustiger lui aussi la gestion d'Augustin Kabouya. Selon lui, selon ses vieux, Augustin Kabouya est en train de marcher sur les principes du parti. Il est pratiquement sur la même voie que Jean-Marc Abound, violation des textes du parti, aucun respect vis-à-vis des structures qui composent les partis. Est-ce que pensez-vous qu'avec ces décors tels que plantés, l'UDPS est toujours sur la bonne voie? Alors, tellement vous voulez comparer, allons-y alors sur ce chemin. Vous m'avez dit que au début de la gestion, après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, il y avait des mouvements, c'est tout le monde, c'est ce que vous avez dit, ça sort de votre bout. Il y avait des gens, beaucoup de gens qui décriaient, mais actuellement, vous citez qu'un seul nom, Victor Wakwena. Donc ça veut dire il engage tout. Laissez-moi, non, vous n'en savez rien, je vais vous dire quoi, je vais vous dire quelque chose là-dessus, parce que j'en suis membre de la CDP, j'en sais plus que vous, je vais vous renseigner d'ailleurs. Donc vous voyez que il n'y a que là vous évoquez le cas d'une seule personne, M. Wakwenda, qui n'est même plus membre de la CDP depuis le mois d'avril 2022. Je dis bien depuis le mois d'avril 2022. Il a été démis de ses fonctions. Avril 2022. Il faut lire l'article 30 de notre statut. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Très bien. Il faut lire, je vous renvoie, vous êtes journaliste, chevronné, faites l'usage du contenu de notre article, de l'article 30 de notre statut ou de nos statuts, qui stipule qui donne la qualité d'être membre de la convention démocratique du parti. Ça veut dire, je prends le cas d'Emmanuel Tshibambe que je suis mandataire du parti. Étant mandataire d'office, je fais partie par rapport à l'article 30 de notre parti, de notre statut. Donc je fais partie de la CDP en tant que mandataire du parti. Donc je suis de la 9e composante. Donc, moi qui vous parle, j'ai qualité de vous parler de la CDP. Monsieur Victor Wakwenda, qui présidait la CDP, il a été démis de ses fonctions par ses pairs. Par ses pairs depuis le mois de mars-avril 2022. Donc depuis ce mois-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'engageait plus la CDP. Vous voyez? Donc je reviens en disant que vous avez fait un raccordement illicite. Donc ça veut dire que, bon, ce qui est vrai, même si le CG Kabouya, il gère très bien le parti, après
après son prédécesseur qui est M. Jean-Marc Kaboun, il y aura toujours de ceux-là qui vont aussi le contester. Il ne manquera jamais. Donc il ne fera jamais unanimité 100%. Mais ce qui est important, ce qui est essentiel, est que la grande majorité de membres de nos partis reconnaissent en lui un leadership fort. Vous savez, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, c'est ça notre jurisprudence, nous en tant que chrétiens. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, n'a pas fait unanimité 100%. Souvenez-vous à Judée. Il y a eu de ceux-là qui ont récusé Jésus-Christ. Et si aujourd'hui vous me dites qu'il y a un seul membre qui récuse Augustin Kabouya, moi je dirais, bon, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Et de toute façon, il ne peut pas faire unanimité 100%. Mais ce qui est important, aujourd'hui, Augustin Kabouya tient le gouvernail du parti à bon port. Aujourd'hui, Augustin Kabouya, grâce à sa maestria, il a hissé le parti. Aujourd'hui, grâce à Augustin Kabouya, à une année, il a fait une année. Donc le 29 janvier, dans quelques jours, on est aujourd'hui le 24, dans quelques jours, Augustin Kabouya va totaliser une année à la tête au trône du parti. Mais en une année, ce que Kabouya a fait, c'est énormissime. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous réponds, je vais tout droit. En une année. Kaboun vous a laissé. Laissez-moi, vous m'avez. Non, laissez, il ne faut pas me perturber. Non, s'il vous plaît, Hervé. Vous avez posé une question. Non, les téléspectateurs ont besoin d'écouter les réponses venant de moi. Laissez-moi répondre. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que Kabouya a fait? Je vais vous donner quelques. Je prends quand même, j'ai toute une litanie. Rapidement, parce qu'on j'ai toute une litanie des réalisations d'Augustin Kabouya. Je peux prendre même 4, 5, 6. En une année, en moins d'une année. C'était 3. En moins d'une année, aujourd'hui, notre parti politique regorge 9 parcelles à travers la République. Aujourd'hui, le PS a plus de 9 d'ailleurs. En ce que moi, à ma connaissance, je connais 9, mais on veut me renseigner qu'il y a encore d'autres permanences qui ont été achetées. Mais ce que j'ai connaissance à Kinshasa, vous avez acheté. Laissez-moi. Le Congo n'est pas Kinshasa. Non, moi, déjà à Kinshasa. Mais pourquoi vous m'avez perturbé? Vous m'avez demandé de citer. Non, vous m'avez demandé de citer 3. Laissez-moi citer les 2 autres. J'ai déjà cité une réalisation. Laissez-moi citer les 2 autres. Il faut me perturber, cher ami. Les gens ont besoin d'écouter cela. En une année, Augustin Kabouya a su rassembler tout le monde. Souvenez-vous que le parti a été effrité pendant la gestion de M. Kaboun. Il y avait le camp de Chilombo qui ne s'entendait pas. Il y avait le camp de l'honorable Peter Kazadi. Il y avait même nous, au sein de la force du progrès. Kaboun a accompagné Kaboun. Pourquoi vous voulez me perturber, monsieur Evry? Laissez-moi vous citer. Non, ne me relancez rien parce que j'en connais plus que vous d'ailleurs. Laissez-moi dire. Pas de souci. En une année, même nous, au sein de la force du progrès, nous étions effrités. Nous étions disloqués. Mais aujourd'hui, la force du progrès est restée une, elle est rassemblée, elle est agglomérée. C'est grâce au leadership d'Augustin Kabouya. La force d'un leader, c'est aussi celle de pouvoir être en mesure de rassembler tout le monde, mettre tout le monde dans le giron national. Aujourd'hui, Augustin Kabouya a mis tout le monde dans le giron national. Il n'existe plus des camps tels ou des L tels. Ça n'existe plus. Troisième et dernière réalisation. Ça veut dire troisième et dernière réalisation. Aujourd'hui, grâce à l'UDPS, nous avons nos cellules qui fonctionnent normalement. Moi, je parle de la ville de Kinshasa. À l'époque de M. Kaboun, nos cellules ne fonctionnaient pas. Vous pouvez vous imaginer, moi qui suis, bien sûr, je suis cadre du parti. Je peux aussi apporter assistance pour mon parti. Mais à l'époque de M. Kaboun, le parti ne m'avait pas donné du travail. M. Kaboun ne m'avait pas donné du travail. Mais moi, je dépensais aussi de mon argent pour traiter, soigner nos cellules qui étaient abandonnées à leur triste sort. Mais depuis l'avènement d'Augustin Kabouya, faites les tours, même dans votre quartier où vous habitez, demandez même une cellule de peste. Vous verrez que nos cellules sont bien aménagées, sont bien prises en charge. Je n'en trouve pas dans mon quartier. Comment? Dans mon quartier, je n'en trouve pas. Non, parce que vous n'avez pas cherché. Si vous cherchez, vous trouvez. Vous habitez quelle commune? Comment? Je vous donnerai le nom. Vous habitez quelle commune? Dites-moi la commune dans laquelle vous habitez. Je vous enverrai, même dans le quartier, vous allez voir le président cellulaire de l'UPS. Faites l'enquête en tant que journaliste et vous verrez qu'est-ce que j'ai dit ici. Très bien. On va parler de l'actualité. Donc vous voyez un peu toutes ces trois réalisations. C'est grâce au leadership incarné. C'est grâce au leadership acharné de M. Augustin Kabouya Tshilomba qui aujourd'hui a su maintenir le parti qui aujourd'hui a pu réunir tout le monde dans le giron national et
tous nous convergeons sur le même chemin. Donc ça veut dire, c'est quelqu'un à féliciter. C'est grâce à la vision du chef de l'État qui avait compris que Augustin Kabouya peut relever le parti dans la détresse, dans l'angoisse, dans l'abîme, et il pourra le faire ici haut. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Moi, je pense que quelqu'un comme Augustin Kabouya mérite respect de notre part. Très bien. On va parler de Félix Tshisekedi, 4 ans au pouvoir, jour pour jour. Emmanuel Tshibambe, je sais que vous êtes cadre de l'UDPS et vous êtes suffisamment informé sur la gestion quotidienne de Félix Tshisekedi. On va essayer de décortiquer un peu, domaine par domaine, la gestion de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Je préfère qu'on puisse commencer par la justice. L'UDPS a été élu depuis tous ces temps. D'abord, vous étiez dans l'opposition, vous avez toujours vanté l'état des droits, vous vous battez pour l'état des droits. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, nous avons une justice qui fonctionne à pas de tortue, une justice de temps en temps rappelée à l'ordre par le chef de l'État. Récemment même, il a qualifié ce qui s'est passé au niveau de notre appareil judiciaire d'une théâtralisation. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que l'état des droits, tant vanté par votre parti, ce n'était qu'un simple slogan ou c'était réellement une vision que vous êtes en train de... une vision que vous cherchez à mettre en place? Bon, moi je voudrais vous rappeler vos propres mots. Je voudrais que nous rentrions dans vos propos. Vous savez, la justice partout au monde, ce n'est pas une excuse. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte et je vais rapidement refermer. Vous savez, partout au monde, même aux États-Unis, nos pays de rêve, même en France, tout récemment, vous avez vu l'exemple le plus récent, le plus éloquent aux États-Unis. Vous avez vu comment est-ce que l'ex-président américain Donald Trump, qualifiant la justice de son pays étant une justice à double tranchant, à couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que d'après lui, il a estimé qu'il avait gagné les élections. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Donald Trump n'a jamais digéré, n'a jamais accepté que Joe Biden l'avait battu aux élections. Il n'a jamais félicité Joe Biden. Il a dit, il détenait de preuves que c'est lui qui avait gagné les élections. Il a décrié, il a savonné la justice des États-Unis. Je reviens. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens veulent croire. Les gens veulent croire que il n'y a qu'au Congo où tout est noir, il n'y a qu'au Congo où tout ne marche pas. Non, cher ami. Le chef de l'État, aujourd'hui, nous devons être sincères envers nous-mêmes. Nous avons vécu dans ce pays avant Félix Tshisekedi au pouvoir. Nous vivons pendant que Tshisekedi est au pouvoir. Cher ami, il faut que nous soyons amnésiques pour ne pas croire et accepter qu'il y a quand même des avancées significatives. Je ne dis pas que c'est 100% fait, non. Il y a quand même de l'évolution dans le secteur de la justice. Ça, il faut que nous soyons amnésiques pour ne pas reconnaître. Alors, je reviens. Aujourd'hui, dans ce pays, je dis bien, je parle d'aujourd'hui, chose qui n'a pas été faisable hier et pendant tous les régimes succédants, précédents. Aujourd'hui, moi, vous, Hervé, vous pouvez avoir des différends avec n'importe qui dans ce pays. Que ce soit... Non, il ne faut pas dire... Nous avons vu des exemples. Nous avons vu des exemples. Nous avons vu des ministres être incarcérés. Nous avons vu des directeurs de cabinet du président être incarcérés. Laissez-moi. Non. D'abord, il faut d'abord commencer par accepter qu'il y ait des actes. Tout ce que j'énumère ont été... Mais justement, ce sont ces actes que le président qualifie de la théâtralisation. Mais écoutez, Hervé, le chef de l'État, pourquoi vous voulez rendre le chef de l'État dictateur? Le chef de l'État, il a dit, moi dans ma gestion, il faut qu'il y ait instauration de l'État de droit. Ça veut dire qu'il faut que la justice fonctionne. Il a nommé des magistrats. Il ne faut pas oublier, le pouvoir judiciaire en est un autre pouvoir. Fini cette histoire de l'immixtion dans les secteurs dans le secteur des autres. Il faut que ça finisse. Finisse cette histoire où nous avons vécu le pouvoir exécutif dans des ordres au pouvoir judiciaire pendant que tous ont le même pouvoir. Il faut que cela puisse cesser. Et pendant l'accession de Tshisekedi, pendant la gestion de Félix Tshisekedi, cette histoire n'existe plus. Ça veut dire le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et d'autres pouvoirs, il y a séparation. On a vraiment, bien entendu, on a appliqué la méthode comment il s'appelle encore le français, la séparation du pouvoir. On a appliqué sa méthode.
Donc il y a eu le pouvoir judiciaire qui est autonome, qui fonctionne librement, sans interférence, sans limitation. Alors, que voulez-vous? Pourquoi vous voulez reprocher au chef de l'État des actes? J'ai dit aussi, surtout que nous ne sommes pas au ciel, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous voyons ces genres des actes ne sont pas des nouveautés chez nous, parce que nous le voyons dans d'autres pays, même aux États-Unis. Je vous donne l'exemple de Donald Trump tout à l'heure. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelques brebis galeuses au sein de l'appareil judiciaire, mais il ne faut pas l'englober tout le monde. Il ne faut pas l'englober. Aujourd'hui, nous voyons des hauts cadres, des hautes personnalités. L'exemple le plus récent, il y a quelques jours, vous avez vu un conseiller privé du chef de l'État. Je dis bien un conseiller privé du chef de l'État être incarcéré, être entendu par le service de renseignement et puis transféré au parquet général. Et aujourd'hui, il est incarcéré. Bon, à titre préventif, bien entendu, en attendant son jugement. C'est devenu pratiquement Si vous pensez que c'est devenu pratiquement, comme vous le dites là, vous avez le droit de réfléchir. Moi, je ne vous le dénie pas. C'est à vous. Mais moi, je constate que dans mon pays... Vous arrêtez, vous humiliez. Non, et c'est pas question d'humilier. C'est vous. Lorsque ces gens-là commettent des erreurs, c'est vous qui décriez, surtout dans le média, dans vos plateaux, différents plateaux, dire voilà, ceci, les collaborateurs de Tshisekedi, on les arrête et vous vous dites que c'est une humiliation. Mais c'est vous qui décriez que non, ils commettent des bavures, on doit les arrêter. Lorsque la justice met la main sur eux et ça devient humiliation et acharnement et on va y rester. Je ne sais pas en fait, qu'est-ce que vous voulez, vous, de la presse, qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Jésus-Christ redescende par terre pour pouvoir arrêter des gens et les mettre en prison pour que vous puissiez accepter? Il faut d'abord comprendre que la justice quand même fonctionne. Ça veut dire que qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, lorsque vous êtes en déphasage avec la loi, d'abord, vous êtes interpellé par la loi. On vous interpelle, on vous interroge, on vous auditionne. C'est à la justice d'apprécier. Là, ça devient une autre étape. Très bien. D'abord, apprenons d'abord à apprécier le geste fait par la justice. Qui que vous soyez, vous pouvez être proche du chef d'État, vous pouvez être son ami, vous pouvez être un membre de sa famille. Lorsque vous enfreignez à la loi, on vous interpelle et le reste c'est une autre étape. Il faut d'abord commencer par accepter. Emmanuel Tshibambe, de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui a changé concrètement dans le fonctionnement de notre appareil judiciaire? Mais j'ai étalé ici noir sur blanc, à moins que nous soyons amnésiques. En tout cas, moi, Emmanuel Tshibambe, je ne le suis pas. Vous me direz parce que je suis au cadre de l'UDPS, parce que je suis proche du chef de l'État, je sais que vous allez me traiter ainsi. Mais en tout cas, ce que je vais dire, ce que je vais vous répondre tout de suite là, c'est une vérité. D'ailleurs, une vérité éternelle. Allez-y. Je vous ai dit ici, à l'époque de M. Kabila, ce n'était pas important. Est-ce que vous, à l'époque de M. Kabila, vous pouvez porter quelqu'un comme Henri Mouvassakani plainte, vous? Est-ce qu'à l'époque de Joseph Kabila, soyons sérieux envers nous-mêmes, à l'époque de Joseph Kabila, est-ce que vous pouviez intenter en procès quelqu'un comme le général John Nombi? Est-ce qu'à l'époque de Kabila, vous pouviez vraiment intenter quelqu'un ou ester quelqu'un en justice comme Evariste Bochab? Non. Tous les noms dont je viens de citer, c'était des mythes. Ce sont des mythes. Ce sont des noms mythiques. Ou lorsque vous avez des problèmes avec tous ces noms, c'est juste un exemple que j'ai donné. C'est juste un échantillon que j'ai donné. Les exemples sont légion. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir un problème avec Guilaine Mombouiza, directeur du cabinet du chef d'État. Vous serez sûr et rassuré que je vais porter plainte. Et si j'ai raison, la justice va me réhabiliter dans mes droits. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un problème avec Nicolas Kazadi, qui est ministre des Finances. Si vous avez raison, vous allez vous plaindre en justice et on va vous rétablir dans vos droits. Déjà, partons de ces exemples dont je vous ai énuméré ici, chers amis. Il ne faut pas comparer l'époque de Joseph Kabila et l'époque de Félix Tshisekedi sur le plan judiciaire. Donc il y a vraiment c'est diamétralement opposé. Donc je vous dis, on ne peut même pas comparer. Ce sont des situations, ce sont des situations qui demeurent indéfiniment incomparables. Est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut parler de l'état des droits dans un pays où les gens continuent encore d'être arrêtés pour leurs opinions?
Je prends le cas de Barnabé Milingagno qui continue de croupir aujourd'hui en prison. Il est contraint de purger la totalité de sa peine alors qu'il y a des gens qui ont été condamnés dans les procès 100 jours pour détournement des millions et des millions de dollars. Mais aujourd'hui, ils sont libres. Ils continuent de vaquer à leurs occupations. Il y a, comment il s'appelle encore le type du PPRD, c'est Jimmy Kitenge. Arrêtez, ça fera pratiquement 6 mois, je pense, ou plus. Jamais jugé, il a été d'abord détenu à l'ANR et puis transféré à Makala. Est-ce qu'on peut continuer à parler d'un état de droit ou d'une justice qui fonctionne normalement avec des cas pareils? Toujours des raccordements illicites. Cher ami, alors, comment ça? Je vous explique vos raccordements qui s'avèrent illicites. Illicites comment? Non, justement, je vous explique comment ils sont illicites, comment ils sont vraiment illicites. Vous vous dites bien, nous sommes dans un état de droit. Cher ami, moi je mérite. Je me demande si nous sommes dans un état de droit. Je n'affirme pas que nous sommes. Hervé Itoma, nous sommes bel et bien dans un état de droit. Okay. Dans un état de droit, ça veut dire, lorsque vous tenez des propos incohérents envers quelqu'un, si vous tenez des propos incohérents envers Emmanuel Tchibamé que je suis, j'ai droit, l'état de droit me donne le pouvoir d'aller me plaindre devant un juge. Exactement. J'irai me plaindre. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et la justice je ne saurais pas me faire justice. Okay. J'irai me plaindre à qui de droit. Donc j'irai chez un magistrat, chez un juge, pour aller me plaindre que voilà, Hervé Itoma m'a offensé, m'a incommodé, et la justice fera son travail et il va apprécier et le reste c'est. Mais du moment où vous avez arrêté quelqu'un. Mais je réponds à votre question, laissez-moi. Quand je parle que vous faites un raccordement illicite, Barnabé Bilingani, cher ami, on a tous suivi, on a tous assisté, même pas assisté, suivi dans des médias, son procès qui a été organisé de façon flagrante. Vous connaissez les propos. Quelqu'un qui menace le chef de l'État en fonction, disant que Bakobé est un massacre à Koliam. Laissez-moi. Non. Nous sommes Quinois. Nous sommes Quinois. Le jargon, le jargon quinois, c'est pourquoi le mot jargon existe en français. Même en France, il y a aussi le jargon en France. Même en France, il y a des langages courants que nous utilisons. Ici à Kinshasa, vous le savez très bien, nous en tant que vous êtes né à Kinshasa, moi que vous me disiez que vous êtes né ou je ne sais pas où en Arabie Saoudite. Je suis né à Kinshasa. Vous êtes né à Kinshasa autant que moi. Moi je suis né ici à Mamaemo. Moi je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, j'ai fait mes études à Kinshasa, je n'ai jamais été au Rwanda, ni au Burundi, ni à l'Ouganda. Nous connaissons tous en tant que Quinois dans notre jargon quotidien. Koliamboma, ça veut dire c'est tirer quelqu'un une balle, c'est ça Koliamboma. Et il faut suivre la question du journaliste. Toi tu as fait le journalisme autant que moi. Tu as fait le journalisme autant que moi. Et tu sais le principe qui nous caractérise. Lorsqu'un journaliste relance à son invité, le pousse à pouvoir commettre une erreur et l'invité s'est fait prendre par ce piège-là. Vous voulez qu'on dise quoi? Monsieur Barnabé Bilingani a menacé le chef de l'État expressis verbis, disant que ce qui a sali Bongoté a collé en bon. Alors, quelqu'un qui a menacé le chef de l'État, vous voulez quelqu'un. Non. Il devait nous expliquer, lui. Non, c'est très dangereux. Moi, d'ailleurs, j'ai été contre. Barnabé Bilingani, c'est. En fait, nous sommes connus dans le plateau de télé. Bien avant qu'il soit incarcéré en prison, on se côtoyait dans le plateau. J'avais des bonnes relations avec lui. En tout cas, je suis désolé pour tout ce qui lui est arrivé. Mais moi, je le dis. Je pense qu'il est en train de me suivre là où il est en prison. Je le dis ici sans embâche. Moi, j'ai été frustré. J'étais en colère quand j'ai appris qu'il a été condamné 3 ans. D'après moi, ça devait être plus parce que quelqu'un qui menace le chef d'État de mon pays, de l'assommer. Donc ça veut dire il maintient le secret. Non, c'est très important. Vous et moi, nous parlons aujourd'hui parce que ce qu'il a prédit au chef de l'État n'est pas arrivé. Nous devons dire merci à Dieu. Barnabé Bilingani a promis la mort au président de mon parti, de mon pays, au président de la République, et vous voulez que ce genre d'actes puissent rester impunis.
puisque vous avez parlé de... Qu'est-ce que vous avez fait de ceux qui ont détourné des millions puisque vous avez parlé de Jimmy Kitenge, parlons-en. Même ceux qui ont détourné des millions, je vais parler. Jimmy Kitenge, un ami. Jamais présenté devant son... Un ami que je salue en prison. Son juge naturel. Laissez-moi. Jimmy Kitenge, laissez-moi. C'était un ami. Nous nous sommes rencontrés, nous qui débattons de l'échelle des télé. C'est un ami. Je compatis avec lui. Là où il est, ce n'est pas un lieu d'aisance. Il est en train de croupir. C'est un lieu c'est un milieu pénitentiaire. Il est en train de passer des moments difficiles. Je compatis avec lui. Ma prière est celle qu'il puisse recouvrer sa liberté. Ça, c'est ma prière. Mais chers amis, nous devons être responsables de nos actes. Lorsque quelqu'un qui passe à la télé, quelqu'un qui passe dans le média, dire que le pouvoir en place a concocté, le pouvoir en place est en train de conspirer à la vie de l'ex-première dame, cher ami, et vous le dites dans un milieu public, vous voulez que l'état de droit ne puisse pas vous rappeler à l'ordre? Chers amis, soyons sérieux. Rappelez alors, oui, on est bien d'accord. Laissez-moi. Mais quand vous dites respecter la procédure, ça veut dire quoi? Vous arrêtez quelqu'un, vous le présentez devant son juge naturel, il présente ses moyens de défense et puis... Vous avez oublié que le ministère public aussi peut peaufiner, peut être en train de chercher encore des renseignements sur ça, il peut peaufiner aux recherches et aux renseignements qu'il y ait des éléments suffisants pour qu'il soit présent devant son juge. Ça vous le dites pas. Vous voyez le fait que Jimmy Kitenge a été incarcéré. Oui, il était incarcéré. Mais moi, c'est les informations que j'ai. Son juge naturel, en fait, le ministère public est en train, il a encore peaufiné des recherches par rapport aux infractions qui sont reprochées à notre ami Jimmy Kitenge. Par rapport à ce que vous dites, les détourneurs, tout consort, vous avez suivi avec nous le procès 100 jours. On nous a dit que, la Cour de cassation nous a dit que il ne voit aucune raison de pouvoir détenir tous les accusés parce qu'il y a insuffisance de preuves. Il est en train de peaufiner à la recherche de preuves. Il y a l'argent qui a été volatilisé. Écoutez, le juge, écoutez, vous savez le pénal, ça c'est tout le monde qui devient pénaliste. Vous pouvez être juriste, vous pouvez être avocat, je ne sais pas moi quoi, vous pouvez être magistrat, mais si vous n'êtes pas pénaliste, vous ne saurez pas définir les infractions et ses méandres. Le pénal relève de la spécialisation du corps judiciaire. Ce n'est pas à vous les journalistes de pouvoir dire que nous avons vu. Non, ça relève ça relève de la spécialisation du corps judiciaire. Tous ceux-là qui ont été en Makala, qui ont été libérés, selon vous, leur juge naturel, ils sont libérés. La Cour de cassation a dit qu'il y a insuffisance de preuves. Mais nous sommes dans un état de droit. Pour qu'on puisse retenir, on puisse détenir et retenir quelqu'un, il doit y avoir de preuves probantes et suffisantes en charge de l'inculpé. Et c'est en ce moment-là que le juge doit dire non, messieurs, en tout cas, j'ai suffisamment de preuves. Partant de toutes ces preuves, en tout cas, il sera difficile que vous puissiez bénéficier de la liberté. Mais le juge, la Cour de cassation, a dit qu'il y a insuffisance de preuves. Je ne peux pas retenir toutes ces personnes en prison. Mais l'instruction continue toujours, poursuit son bon nombre de chemins. Le jour où le juge recueillera suffisamment de preuves, ils seront rappelés. Très bien. Personne n'a été acquitté. Personne n'a été acquitté. Vital Kamerhe a été acquitté. Écoutez, on n'a jamais dit qu'il était innocent. Kamerhe a été acquitté. Écoutez, innocent. Non, il n'a jamais été innocent. Il n'y a plus de fait sur lui. Mais je vous ai dit, la Cour de cassation a dit j'acquitte ce monsieur pour insuffisance de preuves. Mais il n'a jamais dit que Kamerhe a été innocent. Non. Lorsque le juge vous dit que non, j'acquitte ce monsieur pour insuffisance de preuves, ça veut dire. Très bien. Le jour où vous détiendrez de preuves, le jour où moi j'aurai des preuves que M. Kamerhe avait volé, je peux encore renseigner au ministère public. Très bien, on va... J'ai dit non, j'ai dit non, mais monsieur le ministère public, monsieur l'organe de la loi, vous n'aviez pas suffisamment de preuves. Écoutez, moi j'ai encore d'autres éléments sur M. Tel. Est-ce que vous pouvez encore mener des enquêtes? Si en ce moment-là, si cela s'avère vrai, c'est à ce moment-là tout cela sera encore rappelé. Très bien, Emmanuel Tshibambe.
Mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion, je vous rappelle que nous sommes en train d'évoquer les 4 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Je reçois sur ces plateaux Emmanuel Tshibambe, il est cadre de l'UDPS. Nous venons d'aborder les volets justice. Maintenant, on va parler de l'économie. Emmanuel Tshibambe, je reviens à vous. 4 ans durant, vous avez trouvé le dollar, je crois, à 16. Aujourd'hui, en 2023, les dollars... bon, il y a d'abord instabilité de la monnaie, on parle de 21, 22. 4 ans au pouvoir, quelle politique économique avez-vous mise en place pour essayer de stabiliser un peu le marché? Parce que vous voulez dramatiser l'affaire. Non, je ne vais pas dramatiser, je vous parle de la réalité. Quand je dis vous, je ne vous étiquette pas, Hervé Thomas. Je vois beaucoup de vos confrères faire des émissions, dire que voilà l'économie, comme si l'économie, le pouvoir de Tshisekedi, le gouvernement, comme si le gouvernement ne fait rien. Je vais rappeler, c'est une occasion pour moi de rappeler même à vos confrères, en 2019, 1 euro coûtait 13 dollars. Non, que je dis 10 euros équivalait à 13 dollars. En 2019. Et aujourd'hui, c'est la bascule totale. C'est le dollar qui est au-dessus de l'euro. Non. Aujourd'hui. Il y a une semaine, moi j'avais 100 euros. Oui. Je l'ai changé, je crois, du côté d'Elifacic. On m'a dit 100 euros, c'est 100 dollars. Non. Écoutez, mais bon, prenons même si ça soit faux, mais prenons l'exemple que vous avez donné. Je vous ai dit, il y a 4 ans, 10 euros équivalait à 13 dollars. Et aujourd'hui, c'est presque, selon vous, je prends votre exemple. Non, pas selon moi. Non, je prends votre exemple. Parce que moi, je vais les changer 90 euros il n'y a pas 4 jours. J'ai reçu moins de 90 dollars. Moins de 90 dollars. Il y a 4 jours, j'avais 90 euros. Si vous voulez, j'avais 20 euros et un billet de 50. Je vous dis, bon, je prends votre exemple. Ça veut dire que, d'après vous, 10 euros, 100 euros, c'est 100 dollars. D'après vous. Mais il y a 4 ans, l'euro avait beaucoup plus de valeur que le dollar. Et qu'est-ce qui a causé cette bascule? Qu'est-ce qui a causé cette inflation? Expliquez-nous. Pour vous dire que la situation économique, elle est mondiale. Elle n'est pas une invention congolaise. Le fait que le dollar puisse passer de 16 aujourd'hui à 20 ou 25 cents, 21, moi je vais changer là, il y a 25 cents. 22. Bon, prenons même 21 ou 22 comme vous le 21, dites. 500, ce n'est pas par rapport au gouvernement Tshisekedi. Il suffisait de faire un petit tour dans d'autres pays même voisins ou dans d'autres pays qui nous avoisinent pour que vous vous imprégniez de la même situation économique. Le monde aujourd'hui connaît une situation économique vraiment bouleversante. Ce n'est pas seulement une invention congolaise. Mais il faut saluer d'ailleurs le gouvernement Tshisekedi pendant 4 ans qui a su vraiment maintenir. Il n'y a qu'avant-hier, il n'y a pas 1 mois que le dollar a semblé flamber un tout peu. Pendant 3 ans et demi, pendant 3 ans et 9 mois, je dirais même pendant 3 ans et 11 mois, le gouvernement Tshisekedi a tenu le gouvernement a tenu vraiment à ce qu'il n'y ait pas inflation. Donc sur ce point, il faut quand même louer et puis saluer la bonne marche de ce gouvernement. La bravoure de Sama Lukonde. Mais bien sûr, bien entendu, la bravoure, ça aussi il faut reconnaître. Il ne faut pas que quand Sama ne sera plus là, ah non, mais à l'époque de Sama, il faut quand même reconnaître pendant que Sama Lukonde est en fonction. Il faut reconnaître ça. Donc, je vous parlais que c'est une situation mondiale. Aujourd'hui, sur le plan économique, cher ami, en 2019, Tshisekedi avait... Vous parliez, il a hérité les dollars en 16. Mais vous ne dites pas à la population, le budget du pays était de combien? La réserve d'échange était de combien? Ça, vous ne le dites pas. Et aujourd'hui, nous en sommes en combien? Il faut le dire aussi à la population, que Tshisekedi a travaillé dans ce secteur de façon vraiment intense. Et aujourd'hui, il y a stabilité sur le plan économique de notre pays. Très bien, on va ça, il faut vraiment le reconnaître. À moins que vous n'ayez, à moins que vous ayez une mauvaise foi à ne pas voir, à ne pas accepter. Mais ce sont des faits palpables aujourd'hui qui démontrent que Tshisekedi a maîtrisé les secteurs de l'économie et il a vraiment travaillé pour que ça soit stabilisé. Vous estimez que les chefs de l'État et son gouvernement ont maîtrisé la situation économique, mais c'est le contraire sur les marchés. Vous avez, je crois, vous êtes marié, vous avez une femme à la maison, posez-lui la question. Quand elle va au marché, qu'est-ce qu'elle fait comme constat?
Aujourd'hui, il y a flambé des prix, des biens de première nécessité. Les paniers de la ménagère posent sérieusement problème. Les gens ne savent plus manger à leur faim. Vous avez promis monts et merveilles à cette population, mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Non, ce n'est pas, non, je reconnais, moi je vis dans la cité également. Moi je ne vis pas dans des palaces, je ne vis pas en ville, je ne vis pas à Gombe ni à ma campagne. Moi je vis également à la cité. J'ai fait aussi le marché. Des fois j'aide ma femme, j'ai vais au marché, j'ai fait le marché, j'achète, si j'ai un peu de temps, j'achète le poisson. Vous fréquentez les supermarchés? Je vous dis, moi je suis un citadin. Les petits peuples... Je suis né à la cité. Je suis né à la cité, je suis un citadin, n'est-ce pas? Je sais faire, je sais même le prix de, comment on appelle ça, les sakombi, les colos. Je connais les colos. Et comment? Et Bundeli, tout qu'on sort, les poissons, tout ça, comme j'aime manger les poissons de mer, je connais le prix. Et les kilos, 1 kilo, tout ça, je connais. Parce que des fois, je fais... Oui, mais il y a explosion. Non, il n'y a pas, non, il n'y a pas explosion. J'aurais souhaité que Nicofoy soit sur cette plateau. Faut pas pour nous faire des illustrations. Ça, c'est une mauvaise foi. Quand vous voulez dramatiser, il y a explosion. Il n'y a pas explosion. Non. J'ai dit ici, je reconnais quand même, il y a une majoration de prix depuis un certain temps. Ça, je reconnais parce que je fréquente aussi le marché. Mais pas au point de pouvoir dramatiser, faire voir aux gens que au Congo, c'est l'enfer. Le Congo ressemble à une mesurette de maïs, par exemple, qui coûtait 2000 francs et après 3 jours, ça passe à 3000 francs. Ce n'est pas grave. D'abord, vous avez menti. D'abord, vous avez menti. Moi, j'ai fait hier le marché. Hier, lundi, moi, j'ai fait le marché. J'ai acheté aussi la mesurette là de maïs dont vous parlez, parce que j'aime manger le foufou avec le maïs. Ce n'est pas à 3000 francs. Là, vous avez menti, c'est à 2000 francs. Informez-vous. C'est à 2000 francs, monsieur. J'ai acheté, c'est à 2000 francs. J'ai acheté des jaunes là, comment on appelle ça, Ebundeli, Écolo, les jaunes, c'est à 2000 francs. J'ai acheté hier. Donc, vous avez menti. Donc, arrêtez de dramatiser, faire croire aux gens que le Congo serait la succursale de l'enfer. Non! Nous sommes tous conscients. Je l'ai dit ici, j'ai accepté qu'il y a un tout peu, il y a une sorte de flambée de prix, mais ce n'est pas aussi exorbitant que vous avez l'air de croire. Pourtant, c'est grave. J'ai dit ceci, je reconnais, en tant qu'humain, en tant que personne vivant dans ce pays, je reconnais qu'il y a une flambée. Mais ce n'est pas au point de pouvoir dramatiser, faire croire aux gens que c'est l'enfer. Au Congo, passer au Congo, ce serait le stage d'aller... Comment? C'est des faits qui sont vrais, vérifiables aussi. Non, mais pas au point de faire croire aux gens que vivre au Congo serait le stage de pouvoir passer à l'enfer. Non, c'est pas ça, cher ami. Je reconnais qu'il y a flambé des prix, mais pas de façon exorbitante comme vous avez l'air de faire démontrer ici sur ce plateau. Ah bon? Si on fait ça. Vous pensez que ce n'est pas exorbitant? J'ai reconnu la flambée de prix dans le marché, des prix des denrées alimentaires, des prix des biens de première nécessité. J'ai reconnu. Très bien, on va évoluer. J'ai reconnu. Mais pas au point de faire croire aux gens que c'est vraiment, c'est la bérésina. Non, ce n'est pas la bérésina. Très bien. C'est pas la bérésina, oui. 4 ans au pouvoir. Dans les volets infrastructures, est-ce que vous êtes satisfait du bilan du président de la République? Je suis parfaitement satisfait parce que je suis congolais. Quand je vois certaines, quand je sillonne les autres provinces du pays, on en a 26, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire toutes les 26 provinces. Quand je parcours, tout récemment j'étais à Lubumbashi, j'étais à Kolwezi, j'étais dans le Bas-Congo, j'étais derrière le Bandundu, je connais bien parce que j'ai étudié aussi, j'ai fait aussi mon passage scolaire dans le Bandundu. Et quand j'essaie un peu de palper toutes ces provinces-là, je me dis, il y a une sorte de disparité. Il y a une sorte de disparité. Et quand je vois les deux Kasaï, avant Fachi au pouvoir, cher ami, c'était la Bérésina. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous invite d'aller au Kasaï oriental et au Kasaï occidental. Vous verrez, il y a une nette amélioration. Et il y a le volet infrastructure, malgré tout, il y a soupçon, parce que je ne peux pas confirmer. J'attends qu'il y a des gens qui ont essayé de détourner, et de gauche à droite. Qui ont détourné ou qui ont essayé? Bon, moi, je n'ai pas de preuves, c'est à la justice de pouvoir nous démontrer. Moi, je n'aime pas faire, de la diffamation ou... non, il n'y a pas de question de diffamation. Non, parce que je n'ai pas de preuves.
Je ne vais pas citer qu'un tel a détourné de peur que je sois, au risque que je sois traîné en justice pour rien, pour diffamation et imputation dommageable. Je n'ai pas de preuve. On entend comme tout le monde que tel a détourné. Moi, je n'ai pas de preuve. Moi, je ne peux pas faire comme tout le monde. Malgré ça, malgré qu'il y ait des détournements supposés, mais quand même, ces deux provinces dont je venais vous les citer, vraiment, ça c'est métamorphose pendant le pouvoir de Tshisekedi. Je vous dis, sur le bilan ne voyez pas seulement Kinshasa parce qu'il y a des trous à Kinshasa. Ces trous-là, oui, il y a quand même des trous. Il y a dans certains tronçons de la ville de Kinshasa qui souffrent quand même de circulation. Mais quand même, il ne faut pas seulement voir Kinshasa. Je vous ai invité d'aller dans les provinces. Allez-y dans le deux Kasaï. Chez moi, chez vous où? Chez moi, à Inongo, il n'y a rien qui est fait. Vous étiez allé à Inongo il y a combien de temps? Je vous dis, je viens de l'Inongo il n'y a pas longtemps. Rien n'est fait. Je vous ai dit, je viens de l'Inongo pendant que j'étais au ministère de l'Intérieur. Il faut aller. Il y a des travaux qui se font à Inongo. Je vous invite, vous avez été à Inongo il y a plus de 5 ans. Allez-y. La dernière fois que vous étiez à Inongo, c'était à l'époque de M. Kabila. Ils nous suivent. Depuis Tshisekedi au pouvoir, vous n'êtes jamais passé à l'Inongo. Je vous invite d'aller à Inongo et vous verrez qu'il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Quelle est la réalisation phare de Félix Tshisekedi 4 ans après sur le volet infrastructure? Sur l'ensemble du pays. Sur l'ensemble du pays. Citez-moi 3. Je vous cite 3. Aujourd'hui, il y a métamorphose dans la province de Kasaï. Mais écoutez, cher ami, vous pensez que je viens faire du théâtre ici? De toute façon, les Kassaïens se fâchent en écoutant ces discours. Ils se fâchent sur quoi? J'ai menti ou bien c'est une chimère qu'au Kasaï, on n'a pas construit les routes? Répondez-moi. Je viens de Kasaï. J'ai dit des choses que j'ai palpées de mes doigts, de mes yeux. J'ai palpé de mes yeux. J'ai palpé du doigt tout ce que je vous dis ici, à Kananga et à Mboujima. J'ai vu à l'Équateur et même moi. Mais ce sont là les réalisations phares de Félix Tshisekedi sur le volet infrastructure. Voilà. J'avais demandé 3. Mais je vous ai dit dans les... Vous n'avez parlé que du Kasaï. Donc les Kasaï, c'est la représentation du pouvoir de Félix. Alors à l'Équateur, vous avez fait quoi là-bas? Je vous invite à aller à Mbandaka. Vous verrez que la ville de Mbandaka, je vous dis, la ville de Mbandaka aujourd'hui, même si elle n'est pas totalement goudronnée à 100%, mais il y a un travail qui s'est fait déjà, un travail des titans qui s'est fait. Il y a un programme d'asphaltage de toute la province de Mbandaka. Ça aussi, c'est dans l'actif de Félix Tshisekedi. C'est les soucis de Tshisekedi qui avait pour servir le peuple congolais dans son entièreté et servir aussi la troisième réalisation. Désenclaver la province de la troisième réalisation. La troisième réalisation, aujourd'hui vous voyez des constructions qui se font à travers le pays. Mais pourquoi vous avez tendance à me poser la question et en même temps vous niez, comme si avant que vous me posiez la question, vous connaissiez déjà la réponse. Non, allez-y, répondez. Je suis en train de mentir. Répondez. Respectons ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, Tshisekedi a construit des écoles. Plus de 3000 écoles construites. 3000. Je dis plus de 3000 écoles construites à travers la République. Question directe. Oui. Vous restez en Ngaliema. Combien d'écoles Félix Tshisekedi a construit là-bas? Je vous ai dit que la République, ce n'est pas Kinshasa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenons un échantillon, Emmanuel Tshibambe, vous restez en Ngaliema. Combien d'écoles ont été construites par Félix Tshisekedi dans votre commune? C'est juste un échantillon. Je peux répondre? Allez-y. Kinshasa n'avait vraiment pas... Mais je vous réponds! Allez-y. Je ne suis pas votre collègue, je suis votre invité. Laissez-moi vous répondre. Parce que vous avez tendance à dire que je vous réponds par oui ou non. Je ne suis pas votre collègue. Laissez-moi répondre. Je vous ai dit sur le volet infrastructure, école, tout consort, la ville de Kinshasa n'avait vraiment pas de sérieux problèmes. Il fallait voir les autres provinces concernées. Et on a focalisé, construire dans des provinces reculées, dans des provinces qui avaient connu beaucoup de problèmes. Je vous ai dit plus de ces 3000 écoles dont j'ai évoqué ici ont été vraiment construites dans des provinces qui avaient des problèmes. À l'Équateur, à Mboujima, à Kananga. À l'Équateur, on a construit combien? Je ne vais pas dire des bêtises, il faut que j'aille le statistique. Au moins une nombre, c'est combien? Je vous ai dit, je veux être exact dans mes propos. Prochainement, invitez-moi. Le mardi prochain, invitez-moi que je revienne et je reviendrai avec chiffres à l'appui. Mais c'est vrai qu'on a construit des écoles. Il y a des écoles qui ont été construites à l'Équateur, à Mboujima, à Kananga, au Sankourou,
Donc, ce sont des écoles qui sont construites pendant le pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc, il faut quand même applaudir également. On va terminer cette émission, on va parler rapidement de la sécurité. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. D'abord, bien avant d'arriver au pouvoir, il a fustigé la gestion de la question sécuritaire par Joseph Kabila. Il y avait des rébellions, il y avait des groupes armés qui opéraient dans la partie est du pays. Lui, il arrive au pouvoir, il prête serment en 2019. Je crois 2 ans après, il décrète l'état des sièges. Est-ce qu'à ce jour, l'état des sièges a-t-il produit les résultats escomptés? Vous avez même ramené dans ces pays l'armée ougandaise. Aujourd'hui, on parle des troupes de l'EAC. Pensez-vous qu'à ce jour, la question sécuritaire est bien gérée par Félix? La question sécuritaire, aujourd'hui, elle est très bien gérée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant qu'il était à l'opposition, il avait déjà toute la carte dans sa main. Il savait déjà, dès mon accession au pouvoir, quelles sont les priorités, quelles sont les voies que je vais emprunter pour arriver justement à pouvoir stabiliser le pays sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, cher ami, moi qui vous parle, j'ai accompagné un ministre de Défense à la personne de M. Sylvain Mutombo. Je l'ai accompagné 2 fois à l'est du pays. Nous avons recensé les groupes armés. Nous en étions à 162 groupes armés que le président Tshisekedi a hérité. Écoutez-moi bien. 162 groupes armés. Pendant que ces groupes armés faisaient leur reddition au gouvernement, et nous sommes restés à une trentaine, je crois 37 ou 38 groupes. Déjà, il y a évolution. Il y a évolution. Ça, il faut le reconnaître, qu'il y a évolution. Des 162 à 38 groupes, il y a une grande évolution. Il y a certains groupes qui ont abandonné leurs activités. Il y a certains groupes, il y a d'autres groupes qui ont accepté de faire la reddition au sein des FARDC. Déjà, il y a une nette amélioration. Très bien. Aujourd'hui, grâce à l'état de siège décrété au mois de mai 2021 par le chef de l'État, grâce à l'état de siège, aujourd'hui, il y a quand même une baisse sensible, une réduction sensible de taux de mortalité à l'est du pays, aujourd'hui. Ça, il faut que nous le... Je ne dis pas qu'il n'y a plus de tueries. Non, il faut écouter mes propos. Je ne veux pas que je sois mal compris par le tiers. Je vous suis religieusement. Je dis ceci. Depuis l'installation de l'état de siège par le chef de l'État, je crois que c'était le 5 mai, si je ne me trompe pas, le 5 ou le 9 mai 2021, depuis l'installation de l'état de siège jusqu'à aujourd'hui, il y a baisse sensible de taux de mortalité à l'est du pays. Il y a baisse sensible des atrocités à l'est du pays qu'avant. Donc, je vous dis, l'état de siège produit ses fruits. Nous allons continuer ainsi. Moi, d'ailleurs, j'exhorte le chef d'État à pouvoir continuer dans cet élan, dans cette logique, jusqu'à ce que nous obtiendrons 0 taux de mortalité à l'est du pays. Est-ce que l'état des sièges avait pour mission de ramener en République démocratique du Congo l'armée ougandaise d'abord et puis les troupes de l'EAC? Non, mais les troupes de l'EAC et l'armée ougandaise n'ont rien à voir avec l'état des sièges. N'ont rien à voir avec l'état des sièges. Ça, c'est une autre opération. C'était quoi la mission de l'état des sièges? Ça, c'est... Non, écoutez, cher ami, je vous dis, l'état des sièges, c'est une période décrétée. Très bien. Pour lutter contre les groupes armés. Mais s'il y a d'autres solutions, s'il y a d'autres mécanismes qui sont évoqués pour renforcer la décision prise pour l'installation de l'état de siège, pour venir accompagner l'état de siège, pourquoi ne pas faire appel à cette solution-là? C'est pourquoi le gouvernement congolais a traité avec la communauté internationale pour lutter contre, bien entendu, ce mouvement de rébellion à l'est du pays, pour pouvoir donner un coup de pouce à l'état de siège. C'est pourquoi toutes les forces de l'EAC sont venues en complémentarité, bien entendu, pour la juste et simple raison de pouvoir combattre l'État, de pouvoir combattre l'insécurité à l'est du pays. Très bien, on termine l'émission par cette toute dernière question. Emmanuel Tshibambe, on reproche à Félix Tshisekedi, depuis son avènement au pouvoir, de donner de l'impulsion lui-même au tribalisme. Et aujourd'hui, on parle même de la montée en puissance du discours séparatiste, du discours ségrégationniste tenu par même des membres du gouvernement. Vous mettez en avant-plan le racisme, le tribalisme, tous ces aspects.
Est-ce qu'à ce jour, vous pensez que Félix Tshisekedi fait mieux par rapport à Kabila dans ses volets? Le plus proche de Tshisekedi, vous verrez aucun Kassaïen, son directeur de cabinet, son parsec, je vous cite, ce sont des gens que je connais, son parsec, son porte-parole, vous verrez que votre architecture tombe. D'autant plus que, je vous dis, même ceux qui l'environnent, au premier degré, au premier rang, ne sont pas de sa province, ne sont pas de la même province que le chef de l'État. Ça veut dire que Tshisekedi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut agglomérer tout le peuple congolais dans un même ensemble. Très bien, on a terminé l'émission. Tshisekedi combat, Félix Tshisekedi combat le tribalisme. Nous, à l'UDPS, combattons également le tribalisme. Ça veut dire que tous ceux qui portent tous ceux qui avancent ce propos, ce sont tout simplement ces détracteurs. Ils l'ont cherché sur le plan politique tellement il les a battus. Ils veulent maintenant chercher des raccourcis au tribalisme. Mais heureusement que le peuple congolais s'en est assagi. Le peuple congolais ne se fera jamais fait prendre par ces propos, par ces pièges-là. Tous savent, aujourd'hui le peuple congolais sait que Tshisekedi n'est pas un tribaliste. Ce sont des propos de ses détracteurs. Emmanuel Tshibambe, merci de votre disponibilité. En tout cas, le plaisir est partagé. Hervé Thomas, à chaque fois que vous aurez besoin de moi, je répondrai favorablement. Merci. Fin de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous la présenter. Et merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, d'avoir suivi religieusement cette émission. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.